Bonjour, bienvenue à tous à ce dernier Midi d'Imaginaire 2023 et dernier Midi d'Imaginaire consacré à la fantasy, puisqu'on avait fait un petit cycle ici sur la fantasy. Donc on est très heureux de clôturer cette année dans une ambiance un peu festive de fin d'année avec Tanguy Abran et avec le sujet Hermione Granger. Pour ceux qui ne connaissent pas, puisque Tanguy Abran est liégeois, donc il y en a peut-être beaucoup qui le connaissent déjà, il est maître de conférences à l'Université de Liège, un spécialiste de l'édition pour laquelle il a consacré sa thèse. Il est aussi responsable de la collection Espace Nord, donc c'est une collection de livres de poche patrimoniale qui est spécialisée dans la littérature belge d'expression française, qui est gérée par les Impressions Nouvelles. Et il est également essayiste. Il a notamment écrit une histoire de l'édition en Belgique, enfin coécrit avec Pascal Durand une histoire de l'édition en Belgique. Il a publié en 2020 un essai sur le livre au temps du confinement. Et enfin, et c'est pour ça qu'il est aujourd'hui, il a publié donc ceci, Hermione Granger, lectrice de Harry Potter, donc le dernier volume de l'excellente collection La Fabrique des Héros, qu'il co-dirige, en demeurant avec Dick Tomasovic qui est là aujourd'hui avec nous. Voilà, donc une excellente collection que je ne peux que vous conseiller, qui est consacrée aux grandes figures de l'imaginaire et de la culture populaire. Et donc aujourd'hui, il va nous parler d'un des personnages sûrement les plus intéressants de l'univers d'Harry Potter, Hermione Granger. Je ne vous tiens pas là plus longtemps. Je remercie Tanguy avant d'être là. Vous remerciez d'être là en nombre. Et excellente conférence à tous. Voilà. Merci beaucoup Nicolas pour cette présentation. Merci à la Bila pour l'invitation, au Théâtre de Liège pour l'accueil et à vous d'être venus en nombre pour cette petite heure pendant laquelle on va pouvoir donc évoquer ensemble le personnage d'Hermione Granger. Ça fait quelques années que ce personnage m'intrigue pas mal. Je n'ai pas malheureusement vécu en direct la sortie des livres Harry Potter, donc je n'ai pas passé des soirées ou des nuits à attendre les parutions de nouveaux tomes. Comme ça se faisait il y a une vingtaine d'années. Je suis entré dans cet univers d'abord par les films, de manière un peu paresseuse, mais ça me convenait très bien. Et puis ensuite par les livres audio. Les livres audio que j'ai écoutés 2 fois. C'était très long, je ne sais plus combien d'heures ça représente, mais c'est vraiment beaucoup. Livre audio qui était une belle expérience, je trouve, de découverte. C'était ma première expérience de livre audio, si tout court, mais c'était assez agréable de se faire raconter une histoire pendant aussi longtemps, et cette histoire-là en particulier, avec un événement assez dramatique d'ailleurs pendant la narration, puisque la personne qui lit l'histoire, Bernard Giraudot, est mort dans l'intervalle, ce qui fait que les premiers tomes sont lus par lui, et je pense que ça va jusqu'au 3e ou 4e, et puis c'est quelqu'un d'autre qui a pris la relève, et c'était un choc avant même la mort de certains grands personnages, comme je peux le dire maintenant avec le recul, comme Dumbledore, qui avait marqué par sa disparition toute une série de lecteurs. Et puis c'est seulement après que j'en suis arrivé alors au livre. Donc ce personnage m'intriguait beaucoup, et quand on a lancé il y a vers 2017-2018 la collection La Fabrique des Héros avec Dick Tomasovic, très vite j'ai demandé à pouvoir mettre une option, je ne savais pas si ça se faisait trop, une option sur ce personnage, le personnage de Hermione Granger, parce que j'avais beaucoup envie de m'en occuper. D'autant qu'il avait été réactivé un peu dans mon esprit par une photo qui avait été postée en 2016 par Emma Watson sur Instagram. C'est la photo que vous avez ici à l'écran. Et cette photo nous la montre, Emma Watson au pied d'un grand escalier mécanique dans le métro londonien, et elle porte une pile de livres. Alors ce livre, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des exemplaires de Mom and Me and Mom de Maya Angelou, qui est une grande figure de la défense des droits civiques et de la cause féministe aux États-Unis. Et donc Hermione tient ses livres et, tout en regardant l'objectif, donc demande de faire silence, de se taire dans une ambiance un peu comme ça de confidence. Alors, à côté de cette photo, il y avait une vidéo qui nous la montrait en train de dissimuler des exemplaires dans toute la station. C'était assez mystérieux. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agissait ? C'était une action qui prenait place dans le cadre du Books on the Underground, une grande opération de book crossing, autrement dit de libération, de lâcher de livres dans l'espace public, et en l'occurrence ici donc dans ce métro. Une semaine plus tard,
Emma Watson allait remettre le couvert, mais à New York cette fois. C'était juste après l'élection de Donald Trump, et elle avait annoncé, donc à cette occasion, elle disait désormais, je me battrai plus encore pour défendre les idées et les valeurs auxquelles je tiens, et qui étaient donc représentées dans ces livres qu'elle dissimulait. Alors, toutes ces actions d'Emma Watson, l'actrice, étaient reliées aussi à un autre de ses grands projets. C'est un club de lecture, Our Shared Shelf, club de lecture qui a rassemblé des dizaines de milliers de lecteurs et lectrices à travers le monde, et dans lequel elle mettait l'accent sur des livres qui parlaient de l'égalité des genres. Elle incitait les personnes à les lire et puis à débattre tous ensemble. Alors, toutes ces questions, vous vous en doutez, ayant trait au livre, m'intéressaient déjà beaucoup. Ça faisait que le personnage d'Hermione Granger et Emma Watson donc, était quand même présent dans mon esprit. Et puis très, très spécifiquement, vraiment, ces cas étranges d'écho entre le personnage, l'actrice, hein, vraiment d'écho, de continuation, confusion, identification un petit peu. Et cette complicité aussi qu'on voit très nettement là, entre l'actrice et son public, comme si elle avait été dans le souhait de prolonger, d'une certaine façon, l'émission qui avait été celle pendant quelques années d'Hermione Granger. Pendant des années, le personnage qui a été évidemment au centre de toute l'attention, ça a été Harry Potter, ne fût-ce qu'en raison du titre de la saga. Et pourtant, à côté de Harry, il y a en permanence cette fille, Hermione Granger, qui est le seul personnage féminin à avoir été réellement investi de manière positive, d'ailleurs, par J.K. Rowling. À tel point que on peut se demander parfois si Hermione n'a pas failli ou n'a même pas volé la vedette à Harry, et a fortiori à Ron, mais ça c'est évident, évidemment. Mais pourquoi ? Parce que, vous voyez, on retrouve d'ailleurs ce mouvement de la main ici, parce que vous avez peut-être vu ce documentaire qui est sorti il n'y a pas si longtemps, Retour à Poudlard, pour les 20 ans des films de Harry Potter. Et tout ce documentaire, reportage, commence avec Emma Watson, qu'on suit dans les travées d'un bouquiniste, un très vintage, très old school, comme ça, beaucoup de reliures en vieux cuir. Donc elle se retourne, donc on la reconnaît, là il n'y a plus de doute possible. Elle s'empare d'un livre, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on découvre ? Une enveloppe là aussi cachetée à l'ancienne, et à son nom, Emma Watson. Et dans cette enveloppe se trouve une invitation, un carton d'invitation qui l'invite à des grandes retrouvailles avec tout le monde. Et Emma Watson est le seul protagoniste de la saga Harry Potter dont on va suivre tout l'itinéraire jusqu'au lieu des retrouvailles. Donc elle prend le train, le Poudlard Express, et c'est elle qui fait s'ouvrir les portes de la grande salle de Poudlard, salle au plafond magique, où elle va passer de vieille connaissance en vieille connaissance jusqu'à tomber sur Daniel Radcliffe, Harry Potter, qui lui va prendre alors un peu plus d'importance dans le documentaire. Mais néanmoins, même quand on va interroger les acteurs, du trio en particulier, Emma Watson, Hermione Granger, sera quand même au centre donc de l'attention, aussi parce qu'elle a clairement marqué toute une génération, même plusieurs générations de lecteurs, lectrices et évidemment spectateurs, spectatrices. Harry Potter, ça a d'abord été une expérience de lecture qui a redéfini énormément de choses dans le livre de jeunesse, au moins sur le plan de la diffusion, de la perception de ce livre en société, diffusion parmi différents publics, différentes classes d'âge. Et on s'est souvent demandé à quoi tenait le succès de cette saga. Il n'y a pas de réponse univoque, il y a plein de facteurs qui ont pu l'expliquer. On pourrait dire qu'il y a le goût pour la magie, évidemment, le retour sur les bornes de l'école, le fait que c'était un récit d'apprentissage, il y avait une quête des origines, en particulier dans le cas de Harry, des personnages dont certains sont des personnages assez complexes, une bonne intrigue, et on pourrait dire aussi un univers qui est truffé de références et qui donne envie d'être décodé en permanence. Mais parmi tous ces facteurs, on pourrait se dire aussi que quelque chose qui a joué très fortement, c'est le fait que la saga Harry Potter semble être une sorte de manifeste un peu déguisé, discret, en faveur de la lecture, de manière générale, dans lequel
le personnage d'Hermione Granger a joué un rôle de premier plan. Hermione Granger, c'est la lectrice de Harry Potter, mais au sens de lectrice qui fait écho à nous, lecteurs, lectrices, qui lisions ou lisons les aventures de Harry Potter. C'est une sorte de projection, à certains égards, de nous dans la fiction. Et sa trajectoire elle-même a quelque chose de tout à fait intéressant, qui donne envie de comprendre, en fait, et peut-être même de se dépasser soi, parce qu'au fond, c'est quoi la trajectoire d'Hermione Granger? C'est l'histoire d'une jeune fille qui n'a pas d'origine notable dans le monde de la magie et qui va apprendre par la lecture à se dépasser, à analyser le monde, à le comprendre, dans la perspective ensuite de le transformer. Ce qui en fait donc un personnage tout à fait intéressant. Le premier contact avec les matières qui sont enseignées à Poudlard pour un élève, c'est une liste de livres. C'est une liste de livres. Chaque année, les élèves reçoivent une lettre avec différentes indications, et parmi ces indications, une série de livres qu'ils vont devoir se procurer, chose à laquelle on est plus ou moins tous passés par là. Alors, cette lettre donc, reprend des titres de livres qui ont des titres un peu pittoresques, un peu curieux, un peu drôles parfois, par exemple. Manuel de métamorphose à l'usage des débutants, donc ce n'est pas un titre spécialement drôle, hein, ça on est d'accord, mais l'auteur, donc c'est un certain Émeric G. Changé, donc on voit bien Émeric G. Changé qui parle donc de métamorphose, et donc ça crée quelque chose de très curieux, vu de l'extérieur pour l'élève qui découvre tout ça. Donc c'est amusant, on pourrait dire c'est très pédagogique, mais c'est aussi une liste qui va agir à titre de preuve. Elle agit à titre de preuve parce que tous les élèves de Poudlard n'ont pas grandi dans le monde de la magie. Tout le monde n'est pas Ron Weasley, tout le monde n'est pas Drago Malfoy. Quelqu'un comme Hermione, elle a grandi dans le monde des Moldus. Et dans le monde des Moldus, eh bien, la magie, ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Et donc cette liste de livres à lire, elle va agir à titre de preuve, apporter une caution, une sorte de caution symbolique du fait que ça existe. Ça existe parce que des adultes parlent de transformation du corps, parlent de potions, ils parlent de force du mal. Et ils en parlent de façon tellement naturelle et scientifique, pourrait-on dire, que ça a même donné lieu à des livres. Donc c'est tout à fait normal. Ce rituel de la liste, il est d'autant plus important qu'il existe depuis longtemps, au moins depuis l'enfance de Tom Jedusor, le futur Lord Voldemort, puisque lorsque Albus Dumbledore vient le trouver à l'orphelinat pour lui proposer de rejoindre Poudlard, Dumbledore s'adresse à lui en ces termes, il dit « J'ai sur moi la liste de tes livres et de tes fournitures scolaires, je peux t'aider à trouver tout ce qu'il te faut. » Donc à nouveau, l'inscription, l'entrée à Poudlard passe par cette fameuse liste de livres. Même si on n'assiste pas à la scène, il n'est pas trop difficile d'imaginer l'effet qu'a pu avoir la première liste de lecture sur Hermione Granger, elle qui semble l'avoir attendue depuis toujours. On ne voit pas cette scène, mais elle la commente a posteriori. Voilà ce qu'elle en dit. « Personne n'est sorcier dans ma famille, j'ai eu la surprise de ma vie en recevant ma lettre, mais j'étais tellement contente. On m'a dit que c'était la meilleure école de sorcellerie, j'ai déjà appris par cœur tous les livres qui sont au programme, j'espère que ce sera suffisant pour débuter. » Donc du Hermione tout craché. Alors clairement, parmi les élèves qui entrent à Poudlard, Hermione est la plus à l'aise avec les lectures obligatoires, tellement à l'aise que ça va tout de suite créer l'écart, la distance avec ses camarades, parce que son rapport à la lecture passe pour quelque chose d'assez insolite, de très bizarre en fait. C'est pas naturel que quelqu'un aime autant la lecture. Est-ce que ça veut dire que les autres élèves ne liraient pas? Non, en fait, il y a des livres un peu partout dans le monde de la magie. Par exemple, Harry lit des livres sur le Quidditch. Il lit des livres qui parlent des ballets. Ron lit, qui n'est pas très porté sur l'école, lit des bandes dessinées d'aventure qui parlent de Martin Mix, le Moldu fou. Donc il est plutôt dans le divertissement. La mère de Ron, qui nous est présentée de façon très stéréotypée, hein, c'est l'archétype de la mère au foyer, famille nombreuse. Qu'est-ce qu'on lui fait lire? Qu'est-ce que J.K. Rowling fait lire
donc à Molly Weasley, des livres de cuisine, voilà, merci, et évidemment des livres de Gilles de Roy-Lockhart, le tombeur, qui est un imposteur par ailleurs, on y reviendra. Mais donc elle est fascinée par ce personnage de Gilles de Roy-Lockhart. Donc en fait, on se rend compte que dans l'univers de Harry Potter, en soit pratiquement tout le monde a des livres, mais généralement les livres sont mis dans un système déterministe où ce qu'on fait lire aux personnages est là, en quelque sorte, pour nous donner des indications supplémentaires sur leurs traits distinctifs ou sur ce qui peut se cacher aussi parfois de leur personnalité et qui mérite d'être creusé. Il y a une seule exception de personnage qui va lire, on va dire, autant qu'Hermione, c'est pas toute sa vie, c'est Harry. En fait, c'est Harry au moment où il va, en 6e année, quand il va découvrir le manuel avancé de préparation des potions qui est annoté par le prince de Sang-Mêlé, dont on apprendra plus tard qu'il s'agit du professeur Severus Rogue. Et en fait, Harry va développer une telle fascination pour ce livre que le matin, il reste dans son lit pour le lire, le parcourir, et il se dit « Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» C'est un comportement complètement indécent chez quelqu'un d'autre que chez Hermione. Il y a qu'elle normalement qui peut faire ça. Mais il va se rassurer alors en se disant « Oui, mais enfin, ici, ce n'est pas tout à fait un livre scolaire, il est annoté, c'est un livre un peu étrange, donc ça va, je ne suis pas en train de devenir quelqu'un d'accro au livre comme Hermione. » Donc Hermione, la bizarrerie, en fait, elle se situe là, elle ne se situe pas dans le fait qu'elle lise, elle se situe dans le fait que chez Hermione, on dirait que toute frontière a été abolie entre d'un côté le travail et de l'autre le divertissement. Pour Hermione, voilà, tout se mêle en permanence. Elle a lu tous les livres de la liste, la fameuse liste de lectures recommandées, mais plus encore, parce que quand elle arrive dans le train, lors de la première rencontre avec Harry et Ron, voilà ce qu'elle dit à Harry. « Je sais tout sur toi. J'ai lu quelques livres supplémentaires pour ma culture générale et je peux te dire qu'on parle de toi dans Histoire de la magie moderne, Grandeur et décadence de la magie noire et les grands événements de la sorcellerie au XXe siècle. » Et donc Hermione a déjà une connaissance apparemment plus large que la nôtre sur Harry. Elle a une longueur d'avance sur ses camarades, mais aussi sur nous, d'une certaine façon, qui sommes seulement en train de découvrir petit à petit les aventures de Harry Potter. Alors, les lectures d'Hermione, ce ne sont pas des lectures qui relèvent de ce qu'on appelle souvent la lecture plaisir. Ce n'est pas la lecture plaisir, les lectures d'Hermione, elles sont très organisées et toujours pensées en fonction d'objectifs à atteindre. C'est très rationnel, c'est très réfléchi. Et ça s'inscrit dans ce qu'on pourrait qualifier de quête de domestication du monde. La philosophie d'Hermione, son rapport à la lecture, au monde, on peut en trouver une sorte de synthèse assez efficace au début de Harry Potter et la Chambre des Secrets, le film, au moment où ils sont tous ensemble à la librairie Fleury et Botte. Qu'est-ce qui se passe dans cette librairie? Arrive Lucius Malfoy, qui est fasciné par la cicatrice de Harry, et qui dit « Ah, tiens, cette cicatrice, en fait, elle évoque le prince, enfin le seigneur des ténèbres, Lord Voldemort. » Donc il est vraiment fasciné par cette cicatrice. Harry, en retour, lui dit Lord Voldemort, c'est un meurtrier. C'est un meurtrier, il n'y a rien d'autre à en dire. Et Lucius Malfoy s'en offusque en répondant qu'il faut être très courageux ou alors très imprudent pour oser prononcer ce nom. Arrive Hermione, qui, sans filtre, lance à Lucius: avoir peur d'un nom ne fait qu'accentuer la peur de la chose elle-même. Bam! C'est un slogan, c'est surpuissant. C'est pas à dire grand-chose face à ça. Et dans cette phrase, en fait, se trouve toute la pensée d'Hermione, c'est-à-dire ce rapport permanent entre la perception de la réalité sensible du monde et le fait de pouvoir mettre des mots sur les choses, nommer les choses. C'est une démarche qui n'est pas propre à Hermione, c'est une démarche rationnelle, une approche qu'on pourrait dire une approche scientifique, et qui fait qu'elle va s'opposer à certains personnages, deux personnages féminins en particulier, qui n'entrent pas trop, selon elle en tout cas, dans cette catégorie.
Premier personnage évident qui est en opposition nette avec Hermione sur ce plan, c'est le professeur Trelawney. Professeur Trelawney, c'est professeur de divination qui, pour Hermione, en fait, est une sorte de hippie New Age qui dit un peu n'importe quoi, une fumiste qui fait des prophéties, mais des prophéties autoréalisatrices. Finalement, elle annonce tellement de mal que finalement le mal finit par avoir lieu. Donc, Trelawney, elle s'en méfie énormément. L'autre personnage féminin qui est un peu en opposition avec Hermione sur le plan de la raison, on va dire, c'est Luna Lovegood, personnage extrêmement attachant, qui elle est plutôt dans le registre de la superstition, voire, là c'est plus embêtant, des théories du complot. Elle croit à toutes sortes de choses. Mais Luna Lovegood a raison aussi sur un certain nombre de points. Elle perçoit des choses qu'Hermione, qui a un tempérament plus cartésien, ne voit pas toujours. Donc ça ne veut pas dire qu'une aurait forcément raison et pas l'autre, mais en tout cas il y a une opposition entre les deux. Hermione donc elle a une approche rationnelle, très carrée, mais une approche rationnelle de la magie, parce qu'on ne peut pas dire que Hermione soit quelqu'un de purement rationnel au sens où nous on l'entend d'habitude. Nous, la magie, tout ce qui se passe dans Harry Potter, on a tendance à laisser ça de côté. On se dit, mais non, ça n'a rien de raisonnable. Hermione, c'est une pensée rationnelle, mais dans un univers de fantasy qui intègre la possibilité magique, mais pas n'importe comment, pas la rumeur, pas la superstition, etc., etc. Hermione, dans son rapport aux livres, aux études, est quelqu'un qui travaille beaucoup. Elle travaille beaucoup, elle n'a pas de super pouvoir qui lui permettrait d'assimiler les informations à toute vitesse. Elle n'a pas une mémoire absolue qui ferait qu'une fois qu'elle aurait lu quelque chose, ce serait inscrit pour toujours. Donc elle travaille énormément et elle a un très haut niveau d'exigence vis-à-vis d'elle-même. Vis-à-vis de son école, elle se réjouit, ah super, Poudlard, c'est la meilleure école de sorcellerie. Vis-à-vis de sa maison, Gryffondor, elle dit, ah, je suis trop contente parce que Gryffondor, c'est la meilleure maison. Et à l'égard de ses capacités. En fait, à son point de vue, elle n'en fait jamais assez, c'est jamais assez bien. Et elle a tendance même à s'auto-flageller, comme dans cette scène-ci, où en fait, après plusieurs jours de cogitation, pendant lesquels elle cherchait le livre dans lequel elle avait déjà vu apparaître le nom de l'alchimiste Nicolas Flamel, enfin, elle retombe dessus et elle dit « Mais enfin, comment est-ce que j'ai pu être aussi stupide ?» Et donc, vous voyez que très vite, en fait, elle a tendance à s'auto-dénigrer et à se trouver réellement stupide sur le moment même, y compris quand ses notes ne sont pas juste la perfection, mais juste en dessous de la perfection. Elle se dit « ça ne va pas ». Et donc, les journées ne sont pas assez longues pour Hermione. C'est ce qui fait que dans ce rapport excessif aux études, au dépassement de soi, elle va devoir recourir en troisième année dans Le Prisonnier d'Azkaban à ce fameux retourneur de temps qui lui permet de suivre plus de cours qu'elle n'aurait pu en suivre dans un calendrier normal. À la décharge d'Hermione, Hermione, ce qu'elle veut, c'est le meilleur pour elle-même, mais jamais être la meilleure. Il n'y a pas d'esprit de compétition chez Hermione. Elle ne veut pas écraser du tout ses amis. Elle veut juste être reconnue pour ce qu'elle fait et rassurée par rapport à ses capacités. J'y reviendrai un peu plus loin. Un bon indice de ça, c'est d'ailleurs le fait que quand elle va être confrontée à un épouvantard, ce qui va lui apparaître, donc l'épouvantard qui fait apparaître notre peur primale, eh bien, qu'est-ce qu'elle voit apparaître? C'est le professeur McGonagall qui lui annonce qu'elle a tout raté. Elle aura cette phrase aussi à un autre moment, très belle phrase, quand elle dit « On aurait pu se faire tuer ou pire, être renvoyé ». Ça, c'est assez magnifique parce que pire que la mort, finalement, c'est le renvoi de l'école de Poudlard. Visuellement, s'il y a quelque chose qui nous reste d'Hermione, c'est... Alors, il y a plein de choses évidemment possibles, mais il y a ces chorégraphies. Ces chorégraphies en classe pour essayer de prendre la parole. Et donc, pendant un certain nombre de temps, au cours de sa scolarité, Hermione reste comme ça, la main levée, le bras tendu. J.K. Rowling nous dit même comme si elle essayait de toucher le plafond. Parce qu'elle essaye de prendre la parole en classe. Alors, pour certains professeurs, ça passe très bien. Le professeur McGonagall l'aime beaucoup, Dumbledore d'une certaine façon aussi, mais avec pas mal de réserve et de distance, mais il l'aime beaucoup, néanmoins. Et un autre professeur qui l'apprécie, c'est le professeur Flitwick.
avec cette scène emblématique de la plume que Hermione fait se lever avec la célèbre formule Wingardium Leviosa, à la stupéfaction de tous ses amis et de Flitwick qui va lui lancer un bravo, très bien, l'applaudir, etc., etc. Donc Hermione impressionne toute une partie des profs, mais en retour, c'est le revers de la médaille, son statut de chouchou de la classe va lui attirer des ennuis. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et donc, certains professeurs la détestent, en partie pour cette raison. Professeur qui ne la supporte pas, clairement, c'est le professeur Severus Rogue, qui fait tout pour la laisser en plan quand elle demande à intervenir. Il fait comme si elle n'existait pas, ou alors il la laisse répondre, et même quand elle répond juste, c'est jamais assez. Il lui fait comprendre que ça aurait pu être plus vivant, ça aurait pu être mieux, etc., etc. Ce qui dérange avec Hermione, ce n'est pas uniquement le fait que ce soit une Madame Je sais tout, que ce soit un moulin à parole aussi, comme on dit parfois, c'est vraiment le fait que c'est une élève qui n'a pas sa langue en poche. Elle répond, mais pas seulement au sens de répondre à une question, elle répond au sens le plus impertinent du terme, notamment dans ce cours magistral de Dolores Ombrage, que voici, où Hermione lève la main pour prendre la parole et lance à nouveau de manière très brutale, très directe à Dolores Ombrage. J'ai une question à propos de vos objectifs d'apprentissage. Et c'est d'une impertinence absolument magnifique. Et donc, on comprend assez vite aussi que si certains professeurs ne souhaitent pas trop donner la parole à Hermione, c'est aussi pour la réduire au silence, parce qu'elle dit des vérités qui dérangent. Ce rapport à la vérité sans filtre, ça lui cause des petits soucis avec certains profs, mais c'est le cas aussi avec d'autres élèves. L'intégration d'Hermione dans son école, elle n'est pas, il faut bien le dire, des plus évidentes. Elle n'est pas des plus évidentes déjà en raison, c'est ce qu'on nous explique au début de la fiction, de son apparence physique, puisque quand elle arrive à Poudlard, elle est qualifiée comme jeune fille avec des épais cheveux bruns ébouriffés et des grandes dents qu'elle fera rétrécir par la suite avec un sortilège de Desaugmento. Il y a ça. Il y a le fait aussi que c'est une intello, clairement assumée, et que, jusqu'à preuve du contraire, être un intello en secondaire, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus populaire. En général, ça a tendance à créer toute une série de difficultés. Et donc, on ne connaît pas de grandes amitiés d'Hermione en dehors de son cercle, du trio qu'elle forme avec Harry et Ron. Elle n'a pas vraiment d'amitié féminine. Il y a certes Ginny, à un moment, qui va entrer dans le groupe, mais parce que Ginny sort avec Harry, donc tout ça se met dans un réseau que ce n'est pas pour Hermione, précisément. Et donc, elle n'est pas du tout comme ces filles qui, là je cite Ron, qui, selon lui, évolue, se déplace en meute, comme il dit. Elle n'est pas dans un groupe de filles, elle est un peu isolée. C'est ni vraiment un garçon manqué, ni vraiment une fille. Au début de sa scolarité, c'est Hermione. Et c'est seulement par la suite que son statut, alors vraiment de fille, de jeune fille, va se préciser. Au fil des années, la complicité va prendre le dessus entre les personnages, entre Ron, Harry et Hermione. Alors que Ron, dans un premier temps, tout ce qu'il avait à dire d'Hermione, c'était que c'était une malade, ce qui est à peine réducteur, c'est une malade cette fille. Son discours va évoluer, il va dire, elle est brillante, ce qui n'est pas forcément positif venant de lui. Elle est brillante, mais elle est effrayante. Et ça c'est bien. Ça, c'est bien, parce qu'elle est effrayante, Hermione. Elle est effrayante de telle sorte qu'on va pouvoir lui passer ses comportements, racuspot, son côté moralisateur, son ton réprobateur aussi. C'est l'adjectif qui revient le plus souvent dans Harry Potter, dans la traduction française, pour qualifier son regard, ses propos, son ton, c'est réprobateur. Ça dit bien ce que ça veut dire. Et donc, on lui excuse petit à petit qu'elle se plaigne des virées en voiture volante qui atterrissent dans un saule-cogneur, etc. Et ce qui va vraiment sauver, en quelque sorte, Hermione
aux yeux de ses amis, la rendre effrayante, dans le bon sens du terme, c'est d'abord son altruisme. C'est un des personnages les plus altruistes de la saga Harry Potter. Elle partage ses notes, elle corrige les devoirs de ses amis, ce qui n'est pas du tout emblématique d'un syndrome de premier de classe. Elle est dans le partage, elle est comme ça. Et le fait qu'elle va prendre la défense, souvent, de certains camarades qu'elle sent plus faibles. C'est le cas de Neville Londubat, entre autres, pour lequel elle va, par exemple, intervenir pendant le cours du professeur Maugret, puisque Maugret lance un sortilège d'Andoloris sur une araignée, sortilège qui rappelle de très mauvais souvenirs à Neville liés à ses parents, et donc elle demande que le cours s'interrompe. Elle n'y parvient pas, Maugret va lancer un sortilège de mort sur l'araignée, mais elle a voulu malgré tout prendre la défense de Neville. En fait, d'un côté, Hermione, c'est vraiment quelqu'un qui est obnubilé par la loi, par le fait de respecter les consignes, les règlements, etc. Ça, c'est vraiment là. Elle est du côté de la police, on pourrait même dire, et le rôle de préfète qu'elle va pouvoir remplir à un moment de sa scolarité, ça lui va très très bien. Et de l'autre, pourtant, il y a chez Hermione un vrai art de la désobéissance qui se met très tôt en place, qui passe par exemple par le mensonge. Mensonge au professeur, comme ici par exemple, quand, pour justifier une attaque de troll dans les toilettes, elle va dire que tout ça, en fait, qu'elle est la seule responsable pour couvrir Harry et Ron. Elle va aussi mettre le feu à la cape du professeur Severus Rogue. Et on se rend compte donc que, en fait, le légalisme d'Hermione, c'est un système à géométrie variable. Il faut respecter les règles, mais on peut enfreindre le règlement si c'est pour la bonne cause. Et ça permet beaucoup d'ouverture. Et c'est ainsi qu'on se rend compte qu'en fait Hermione, toute sa démarche d'analyse des systèmes, de voir comment ça fonctionne, le monde de la magie, l'école, etc., ça lui permet de découvrir des failles dans lesquelles elle va pouvoir s'engouffrer pour réformer, transformer le système de l'intérieur. C'est quelqu'un qui va avoir des méthodes qui sont plutôt des stratégies assez réfléchies, des plans, et donc qui ne fonctionnent pas, par exemple, comme les frères Weasley, qui, eux, ont plutôt un rapport anarchiste au problème, comme ici, pour mettre dehors Dolores Umbridge, c'est à coups de feu d'artifice, d'explosions qui font tomber tous les règlements qui avaient été affichés au mur. Chez Hermione, c'est quelque chose de beaucoup plus construit, la plupart du temps, parce que Hermione, c'est un de ses traits de caractère aussi majeur, c'est une personne qui se laisse régulièrement submerger par ses émotions, qui perd son self-control et qui peut donc agir de manière parfois un peu imprévisible, comme ici, face à Drago Malfoy, qui l'a fait sortir de ses gonds et qu'elle menace de sa baguette. Elle ne lui jette pas un sort finalement, mais elle va lui donner un coup de poing, une gifle dans le livre. Et là, on sent qu'Hermione, c'est plus construit du tout. C'est pas construit, c'est vraiment action-réaction. Mais en dehors de ces cas comme cela, Hermione, c'est vraiment la fille de l'organisation, du plan, de la construction de stratégie. On peut se souvenir, par exemple, que c'est elle qui va être à l'initiative de l'armée de Dumbledore, qui parvient à faire se rassembler autour de Harry toute une série d'élèves. Et d'ailleurs, son nom, c'est le premier qui apparaît dans cette liste d'élèves qui seront dans l'armée de Dumbledore. Donc là, elle prend la tête clairement. C'est elle aussi qui a l'idée, par exemple, de faire partir Dolores Umbridge dans la forêt, en prétextant qu'une arme secrète y serait cachée, ce qui permet de mettre Dolores Umbridge en contact avec des centaures qui du coup vont s'emparer d'elle et l'emmener bien loin pour un temps. C'est aussi elle, bien sûr, qui a l'idée de la potion de polynectar, qui va la préparer, se documenter pour le faire, avec tout un plan à nouveau articulé à cette potion. Malheureusement, dans les faits, les choses ne se passent jamais comme prévu et on voit que dans le cas de cette potion, par exemple, de polynectar, elle se transforme en chat, ce qui lui vaut d'être mise sur la touche pendant un certain temps.
Et toujours dans ce même épisode, elle va être retrouvée pétrifiée et passer un certain temps à l'infirmerie. C'est assez intéressant parce que quand on regarde ce film précisément, on se rend compte que pendant plus de la moitié du film, il n'y a pas Hermione. Hermione, elle est en convalescence. Elle est en convalescence et ça fait beaucoup en fait. Ça fait beaucoup, une moitié de film sans un personnage qui, a priori, quand même dans le trio de tête. Et on retrouve un peu, là si vous voulez, mais sur le plan du scénario, cette fois, cette idée de tout à l'heure par rapport au fait de réduire Hermione au silence. Comme si, à certains moments de l'intrigue, sa présence, comme elle a un vrai esprit de déduction, qu'elle comprend plein de choses, comme si ce personnage était un peu trop puissant par rapport à la trame narrative, par rapport à l'intrigue, qu'il fallait la mettre un peu sur le côté au risque de dévoiler trop vite certaines astuces, certains fils. Et bien sûr, Hermione aussi, mais je n'insiste pas là-dessus, c'est aussi évidemment toute une action de militantisme en faveur des elfes de maison. J'en reviens au rapport qu'entretient Hermione avec l'école et avec la lecture. Les origines sociales d'Hermione, elles ne sont pas sans lien avec le comportement, son attitude, l'attitude qu'elle peut avoir en classe. Ces origines sociales, en fait, ont une grande influence sur la manière avec laquelle elle va appréhender les cours, le rapport au professeur, parce qu'Hermione, on ne doit jamais l'oublier, c'est vraiment au départ une personne de l'extériorité. Elle n'a pas grandi parmi les sorciers et les sorcières. Et donc, quand elle entre à Poudlard, il y a un vrai désir d'intégration de sa part. Elle le dit d'ailleurs très tôt, elle a hâte de prouver qu'elle n'a rien d'un cornichon. En fait, d'une certaine façon, elle part pas complètement perdante, c'est pas ça, mais cet élève qui très vite va sembler avoir une longueur d'avance sur tout le monde, en réalité, telle qu'elle perçoit les choses, elle se dit qu'elle a un temps de retard. Elle a un temps de retard parce qu'elle n'a pas grandi dans ce monde-là. D'où le doute, l'inquiétude aussi qui la traverse en permanence. Elle est dans un rapport d'insécurité à toute une série de normes, de connaissances, de savoirs, etc., qui parfois semblent évidents à ses camarades. Le problème, entre guillemets, d'Hermione, une fois qu'elle arrive dans le monde des sorciers, c'est qu'elle a une culture de moldu. Elle a une culture de moldu. Alors, déjà, son prénom. Son prénom, il y a eu pas mal de tentatives d'explication de ce prénom. Alors, il y a une explication étymologique qui fonctionne assez bien. Ce serait de dire que Hermione, ça renvoie à des mots tels que herméneutique, par exemple, qui est une science, une approche du décodage, de l'analyse, du décryptage, etc. Et c'est vrai que ça lui va bien, ça lui va assez bien. Maintenant, le prénom Hermione, c'est d'autres choses aussi. J.K. Rowling a dit dans des entretiens, ça me semble peu, je ne sais pas, enfin, peu importe, mais elle dit qu'elle avait choisi ce prénom, Hermione, pour prendre un prénom rare et éviter que trop de lectrices à l'école, auprès de leurs proches, etc., ne soient pointés du doigt en disant « Ah, toi, tu as un prénom de Madame je sais tout ». Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Là où c'est sans doute plus pertinent et en tout cas plus intéressant, c'est le fait que J.K. Rowling ait expliqué que le prénom d'Hermione était un prénom volontairement rare. Et ça fonctionne toujours. Rare, pourquoi ? Parce que ses parents, qui sont dentistes, sont des bourgeois, donc elle a un mode de vie aisé, hein, Hermione dans le monde des moldus, et qu'en bon bourgeois, ils auraient choisi un prénom qui se distingue un peu des prénoms les plus communs. Donc on va chercher le prénom qui sort un petit peu de l'ordinaire, et que c'était une façon, comme ça, de marquer une certaine forme de distinction à travers le prénom de Hermione Granger. Qu'est-ce qu'on sait de sa vie dans le monde des moldus ? En fait, pas grand-chose. Malheureusement, la vie d'Hermione, elle est réduite pour l'essentiel dans ce monde-là à la profession de ses parents, qui nous est répétée de manière
assez excessif. Parfois, on dit toujours, elle a des parents dentistes, elle a des parents dentistes, à tel point que elle va leur envoyer des fils dentaires à la menthe, enfin toutes sortes de choses qui semblent un peu gratuites et anecdotiques, mais qui participent d'un effet de réel. Ça nous rappelle que ses parents sont dentistes. Qu'est-ce qu'on sait d'autre d'elle? On sait qu'elle part en vacances en France avec ses parents, que quand elle est en France, elle s'intéresse à la magie régionale et qu'elle connaît le mot bouillabaisse, ce qui surprend très fort Ron, qui lui n'avait jamais entendu ce mot. Mais malgré ça, c'est très faible, c'est très peu de choses. Et à la question de savoir comment se sont déroulées ses vacances en sixième année, c'est Harry et Ron qui demande, elle répond « Oh, très bien, rien de spécial ». Alors, ce rien de spécial, il y a deux interprétations possibles. Soit c'est le rien de spécial des Moldus, de manière générale. Ça veut dire dans le monde des Moldus, il ne se passe rien en regard de toutes les péripéties qu'on connaît dans le monde de la magie. Mais ça se tient qu'à moitié parce que finalement, quand on regarde la vie de Harry chez les Dursley, on ne peut pas dire que ce soit rien de spécial. C'est quand même assez chargé. Il se passe des choses assez lourdes quand même, parfois. Et donc, il semble plutôt que cette façon de réduire à rien la vie d'Hermione, ou à pas grand-chose dans le monde des Moldus, soit une façon d'insister dans la fiction sur le manque de relief de son milieu, manque de relief qui correspond à un certain mode de vie bourgeois, qui certes dans le monde qui est le nôtre est un monde confortable, mais un monde assez conformiste et pas du tout prêt à affronter le monde de la magie et le pouvoir des sorciers et des sorcières. Il y a une apparition très rapide de ses parents dans le monde de la magie, auprès des sorciers et sorcières, à la librairie Fleury et Botte, on les voit apparaître. Effectivement, ces personnes nous semblent très fragiles, très vulnérables. Elles sont à proximité, donc là, elles discutent avec le père de Ron, et lequel, donc, père de Ron, va se faire réprimander ensuite par Lucius, le père de Drago, en disant que il s'enfonce encore plus que d'habitude en allant parler comme ça avec des moldus. Et c'est amusant parce que ce que ça nous montre, c'est que le prestige, on va dire, social, qui est celui d'Hermione dans le monde des moldus, donc milieu assez aisé, une fois qu'elle est dans un autre environnement social, qui ici, en l'occurrence, celui de la magie, en fait, ça ne vaut plus rien. Ça ne vaut plus rien du tout. Malgré tout, Hermione, elle a quand même un peu d'argent, ce qui fait qu'elle n'est pas dans le besoin. Elle peut s'acheter ses fournitures scolaires, elle peut s'acheter ses livres. Elle n'est pas dans la situation de désarroi financier de la famille Weasley, ça, clairement. Le vrai problème d'Hermione, en revanche, et c'est là que ça se situe, et que ça en fait un vrai danger pour sa vie, c'est à nouveau ce statut de moldu, à cause de toute une idéologie qui circule très fort dans le monde de la magie, c'est l'idée d'une hiérarchie entre les sorciers de sang pur, d'un côté, et les sorciers de sang qui sont nés de parents moldus. D'où cette expression qui va énormément circuler, qui va même lui être gravée sur le bras à sang par Bellatrix Lestrange, Mudblood, donc littéralement sang de boue, sang de bourbe. Cet aspect des choses est déterminant, évidemment, pour Hermione, et va être de plus en plus dangereux, difficile à vivre pour elle, à mesure que le pouvoir de Voldemort gagne en puissance, que tout un empire se dessine et que en fait, le monde de la magie se transforme petit à petit en régime dictatorial. Lorsque, dans les derniers temps de l'aventure Harry Potter, le ministère de la magie tombe aux mains de Voldemort et des Mange-Morts, il y a toute une série de choses qui se passent qui, clairement, nous montrent qu'on a basculé. On a basculé dans autre chose. Il y a des prospectus, des brochures qui commencent à être imprimées, qui alertent sur les dangers que représentent là les Sandbourbes, ou encore cette statue qui est érigée dans le hall principal du ministère de la Magie, statue qui représente quoi? En fait, toute une série de moldus dont les corps sont entassés,
sous le poids d'une stèle géante qui indique que la magie, c'est le pouvoir. Et donc ce classement des individus, il est très présent à la fin des aventures de Harry Potter, et c'est un vrai danger pour Hermione. Il y a une chasse aux sorcières qui se met en place, mais une chasse aux sorcières inversée, qui donnera lieu à ces phrases assez curieuses, mais qui résument assez bien le propos. Harry, à plusieurs reprises, prendra la défense d'Hermione en disant « Hermione est une sorcière », alors que dans l'histoire, c'est l'inverse évidemment qui se serait passé. Il aurait fallu prouver par tous les moyens qu'elle n'en était pas une. J'en reviens à la question plus précisément du profil. Ce sera le dernier mouvement de cet exposé, du profil d'Hermione, donc en tant que lectrice. Dans ce climat d'insécurité grandissant du monde de la magie, il est intéressant de voir comment le rôle de lectrice d'Hermione s'est affiné au fil des années, rôle en tant que lectrice donc, et qui va, malgré tout ce qu'elle fait, elle fait énormément de choses à Poudlard, mais ce rapport à la lecture, c'est vraiment sa botte secrète. C'est vraiment la botte secrète d'Hermione, et c'est ce qui en fait véritablement un modèle de lectrice. En quoi est-ce qu'Hermione est vraiment un modèle de lectrice? Bien, c'est le fait qu'en fait, Hermione n'est pas un rat de bibliothèque. Ce n'est pas un rat de bibliothèque, ce n'est pas quelqu'un qui considère que le livre est une fin en soi. Dans l'absolu, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt que Hermione passe autant de temps en bibliothèque s'il n'y a pas un après. Ça a des conséquences. En fait, Hermione, toujours, on l'a dit, ne considère pas le livre comme une fin en soi, mais elle lit en fonction d'objectifs à atteindre. Dans son rapport au livre, Hermione va développer, au fil du temps, un esprit critique, de plus en plus clairvoyant, mais il faut du temps. Alors cet esprit critique, donc, il va se développer d'abord par rapport à des contenus, mais il lui faut du temps parce que, au début, voilà, clairement, il y a une naïveté. Elle sacralise beaucoup les livres, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait que des choses existent sous la forme de livres, tout à coup on se dit « ah ben oui, alors c'est vrai, c'est la vérité, parce que ça a été publié », alors qu'il y a plein de livres qui racontent absolument n'importe quoi. C'est comme ça, c'est la vie. Mais elle sacralise beaucoup, et donc parce que c'est un livre, c'est la vérité. Et elle se fait complètement avoir par Gilles de Roy-Lockhart, le professeur, donc imposteur aux 1000 livres, aux 1000 vies, qui nous raconte ses exploits, mais qui n'ont en fait jamais eu lieu. C'est quelqu'un qui est dans l'autofiction, qui s'est inventé une vie, mais il ne sait rien faire. Il ne sait rien faire absolument par lui-même. Par contre, avec le temps, Hermione, une fois passé cet épisode, elle devient de plus en plus critique par rapport à des livres. Et quand elle lit même des livres qui a priori sont très neutres, très officiels, comme des histoires de la magie, histoire de Poudlard, etc., elle commence à découvrir que même les livres les plus objectifs en apparence peuvent être orientés, avoir des biais, et donc être porteurs d'idéologies qui ne conviennent pas forcément à sa propre vision du monde à elle. Exemple typique, elle va se fâcher très fort sur un des livres officiels d'histoire parce que c'est un livre qui légitime complètement les inégalités de classe, de race au sein du monde de la magie, en considérant que les elfes de maison, c'est normal qu'ils soient exploités. Il n'y a aucune critique par rapport à ça. Donc là, Hermione dit, non, ça ne va pas. Ce n'est pas une vraie histoire, c'est une histoire orientée. Mais elle va encore plus loin. Elle va encore plus loin dans son esprit critique parce que quelque chose qui est assez frappant, et on le voit d'ailleurs ici avec ce professeur, dans le monde que J.K. Rowling a créé, en fait, on n'a pas juste des livres qui sont comme ça, disponibles en bibliothèque, tout simplement. En fait, J.K. Rowling, elle a créé tout un système médiatique avec des maisons d'édition, des librairies, des auteurs à succès comme celui-ci, de best-sellers, mais aussi des journaux, avec différents types de journaux, des journaux très sérieux, des journaux très officiels comme la Gazette du Sorcier, mais qui peuvent, vous vous souvenez peut-être, être parfois orientés par le ministère qui essaie de faire passer des idées dedans, etc. Il y a de la censure, il y a des radios aussi. Donc tout ça, en fait, c'est un système médiatique assez complexe
qui est vraiment bien développé par J.K. Rowling. Il y a ça d'une part, et il y a d'autre part le fait que c'est un monde où circulent énormément de rumeurs. Ça va très vite. Dès que les élèves font quelque chose d'un peu bizarre, hop, tout de suite, tout le monde est au courant, et ça peut même finir dans les journaux. Et donc Hermione, très vite, par rapport à tout ça, son rôle de lectrice, en fait, il va lui permettre d'aller plus loin que le simple fait d'être capable de lire des livres et d'emmagasiner des informations. En fait, Hermione, elle apprend à décoder, à lire entre les lignes. C'est le cas notamment d'une scène assez emblématique, c'est le discours de rentrée de Dolores Umbridge, discours où elle s'auto-invite, elle prend la parole alors que personne ne l'y avait invité. Et donc, c'est une sorte de discours, de grosse bouillasse pédagogique avec des grands projets, etc. Personne ne voit très bien où elle veut en venir, sauf Hermione. Et on le voit très clairement sur son visage grave, inquiet, parce qu'elle écoute ce que dit Dolores Umbridge. Et à la fin du discours, elle regarde ses amis et elle dit « C'est très grave ce qui est en train de se passer ». Et les autres disent « Mais pourquoi? C'est juste insipide, ennuyeux ». Elle dit « Mais pas du tout. En fait, il faut savoir lire entre les lignes parce que ce que vient de dire Dolores Umbridge, c'est la preuve que Poudlard est en train de perdre son autonomie d'enseignement et que le ministère veut interférer désormais dans les affaires de Dumbledore. » Donc ça, elle le perçoit et c'est une sorte de prolongement de son esprit critique de lectrice qu'elle obtient par expérience. Mais le plus grand combat d'Hermione, c'est difficile de faire un classement évidemment, mais il y a un combat quand même qui semble très très réussi parmi ces différentes aventures, c'est le conflit qui va l'opposer à Rita Skeeter et qui semble synthétiser finalement toutes les compétences accumulées et acquises par Hermione. Rita Skeeter, donc pour le rappel, c'est qui? C'est une Rita Skeeter lance par exemple une rumeur au sujet d'Hermione en disant que c'est une jeune fille qui est très attirée par les joueurs de Quidditch un peu célèbres et que donc elle fricote avec Victor Crumb, elle fricote avec Harry Potter, etc. etc. Donc ça c'est vraiment du Rita Skeeter tout craché. Et en fait la grande ingéniosité d'Hermione, c'est qu'elle va retourner contre Rita Skeeter ses techniques d'investigation, elle va enquêter sur Rita Skeeter pour essayer de l'arrêter dans tous les dégâts qu'elle fait. Et qu'est-ce qu'elle découvre, Hermione? C'est que Rita Skeeter est en fait une animagus non déclarée, à savoir qu'elle peut se transformer en animal, en l'occurrence un scarabée. On a le droit dans le monde de la magie de se transformer en animal, simplement quand c'est le cas, il faut le déclarer. Il faut déclarer au ministère, je suis un animagus. Ce n'est pas le cas de Rita Skeeter, et donc Hermione devient puissante face à Rita Skeeter parce qu'elle possède une information très précieuse, et qu'elle menace de dénoncer Rita Skeeter au ministère si la journaliste ne fait pas ce que Hermione, souhaite. Et donc qu'est-ce que Hermione va obtenir à ce moment-là? Elle va obtenir d'abord que Rita Skeeter arrête d'écrire. C'est un premier point, donc elle se met en pause. Mais Hermione va obtenir aussi que Rita Skeeter publie un article rectificatif au sujet de Harry Potter. Mais le problème, c'est que cet article a très peu de chances d'être publié dans le principal journal, le journal le plus, on va dire, légitime du monde de la magie, c'est la Gazette du Sorcier. Parce que pour des tas de raisons, ça ne peut pas sortir là pour commencer. Et donc, l'idée d'Hermione, c'est d'aller dans la presse alternative, auprès du père de Luna Lovegood, et de publier donc dans un des pires titres de presse du monde de la magie, le Chicaneur, ce fameux entretien avec Harry, dans lequel il va pouvoir s'expliquer sur ce qu'il a vu, sur le retour de Voldemort et sur toute une série de choses comme ça. L'article fait un tel buzz que finalement, la Gazette du Sorcier le rachète et le publie. Et donc, si vous voulez, en quelques coups,
comme ça, bien pesées, bien balancées, en fait, Hermione parvient à complètement maîtriser les médias, ce qui est assez impressionnant. Il faut bien le dire, elle n'est plus simple lectrice, pardon. Elle est vraiment donc actrice à ce moment-là de l'information. Et donc, il me semble que vraiment cet épisode a quelque chose de très important par rapport au stade ultime auquel peut arriver Hermione au cours de son adolescence. C'est vraiment le fait que de lectrice, elle est devenue quelqu'un qui va être capable d'agir sur l'opinion. Ce n'est pas le fait de lire qui rend Hermione si intéressante, c'est vraiment cette croyance qu'elle a en un pouvoir de l'écrit, pouvoir des médias, et le fait qu'il est possible d'agir sur les individus pour de bonnes ou de mauvaises raisons, si vraiment on a ce contrôle de l'information. Et j'en reviens pour conclure à cette image de début. C'est en ça, je trouve aussi, que cette photo et toutes ces opérations en fait, qui avaient été conduites par Emma Watson avaient quelque chose qui relevait d'une sorte de compréhension assez profonde en fait, du personnage d'Hermione Granger. Souvenez-vous, Hermione donc, avait dit suite à l'élection de Donald Trump, elle avait dit ben voilà, aujourd'hui je diffuse ces idées, ces livres, parce que je vais me battre encore plus fort pour les idées, les valeurs auxquelles je tiens. Et ça passait par cette diffusion de livres, d'idées, etc. Et il me semble que là, on tient vraiment quelque chose par rapport à ce pouvoir d'Hermione qui dépasse de très loin la seule saga de Harry Potter. Voilà, merci pour votre attention. Bien.